47 parachutistes américains sont entrés dans cette jungle. 19 en sont ressortis. Les autres, avalés par le verre, traînaient dans des réseaux de tunnels si profonds que les équipes de récupération ne les ont jamais retrouvés. Et vous savez ce que le Pentagone a fait? Ils ont tracé une ligne rouge sur la carte et écrit 3 mots. Interdit aux Américains, Australiens uniquement. Attendez, les Australiens? Les gars du pays avec plus de kangourous que de soldats. Ces Australiens étaient autorisés à aller là où les Marines des États-Unis n'avaient pas le droit de mettre les pieds. Oh, cette histoire devient bien plus folle que vous ne le pensez. Car ce que ces opérateurs australiens faisaient dans ces montagnes, les méthodes, les tactiques, les choses qu'ils laissaient derrière eux pour que les Viet Cong les trouvent, étaient si efficaces et si troublants que les officiers de liaison américains demandaient des transferts d'urgence juste pour s'éloigner d'eux. Un sergent des Marines est revenu d'une patrouille conjointe et a soumis un rapport de 2 mots qui a été immédiatement classifié. Ces 2 mots, nous sommes des amateurs. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'armée la plus puissante de la Terre a confié 14 km² de jungle vietnamienne à 150 hommes d'un pays que la plupart des Américains ne pourraient pas trouver sur une carte. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les Viet Cong ont cessé de les appeler soldats. Ils les appelaient autrement. Maong, les fantômes de la jungle. Restez avec moi. 23 km au sud-est de la base australienne de Nui Dat, les montagnes de Long Ai s'élevaient des plaines côtières comme le pin dorsal d'une bête ancienne. Depuis les airs, le massif paraissait trompeusement petit, à peine 14 km de calcaire couvert de jungle s'étendant vers la mer de Chine méridionale. La reconnaissance aérienne américaine avait photographié chaque mètre carré. Les bombardiers B-52 avaient largué plus de 40 000 tonnes d'explosifs sur ces pentes entre 1966 et 1968. Le 3e bataillon, 5e régiment de Marines, avait mené 3 opérations majeures dans ces approches nord. Et pourtant, le bataillon mobile provincial D-445 des Viet Cong continuait d'opérer depuis ces grottes et complexes de tunnels en toute impunité apparente. Ce que les Américains ne comprenaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre à travers le prisme de la doctrine militaire conventionnelle, c'est que les montagnes de Long Ai n'étaient pas une position à prendre. Elles étaient un organisme vivant, un réseau de rivières souterraines, de cavernes calcaires et de systèmes de tunnels qui avaient été agrandis et fortifiés pendant plus de 2 décennies. Les Viet Cong ne s'étaient pas simplement enterrés dans ces montagnes. Ils en étaient devenus partie intégrante. Mais ce n'était que la première couche d'un mystère qui allait consumer les services de renseignement militaire américains pendant les 3 années suivantes. En mars 1967, une compagnie de la 173e brigade aéroportée a tenté une opération de ratissage et de nettoyage à travers les approches orientales de Long Ai. Ce qui s'est passé au cours des 72 heures suivantes entraînerait la classification de l'opération au plus haut niveau du commandement MACV. 47 parachutistes américains sont entrés dans la jungle. 19 en sont ressortis. Les autres n'avaient pas été tués par une embuscade conventionnelle ou des pièges. Ils avaient simplement disparu. Leur corps jamais récupéré. Leur destin inconnu. Leur nom ajouté aux listes de disparus qui entraient les familles américaines pendant des décennies. Le rapport officiel après action attribuait les pertes à l'action ennemie et au terrain complexe. L'évaluation officieuse, circulant uniquement parmi les officiers supérieurs du renseignement, racontait une histoire différente. Les Viet Cong n'avaient pas combattu les Américains. Ils les avaient chassés, systématiquement, patiemment, un par un, arrachant des hommes de leur ligne de patrouille sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ce fut le moment où le commandement MACV prit une décision qui resterait enfouie dans les archives classifiées pendant plus de 40 ans. Les montagnes de Long Ai furent déclarées interdites aux forces terrestres américaines. Mais le problème demeurait. Le bataillon D-445 continuait de lancer des attaques contre les positions alliées, et quelqu'un devait s'en occuper. Entre les Australiens. Pour comprendre pourquoi le Pentagone s'est tourné vers une force d'à peine 500 hommes pour accomplir ce que 20 000 Marines ne pouvaient pas, il faut d'abord comprendre la nature particulière de la présence militaire australienne au Vietnam. La première force opérationnelle australienne était arrivée dans la province de Phuoc Tuy en 1966, avec un mandat qui différait fondamentalement de la doctrine opérationnelle américaine. Alors que les forces américaines mesuraient le succès en nombre de corps et en territoire saisis, les Australiens avaient reçu un seul objectif: pacifier la province de Phuoc Tuy en utilisant toutes les méthodes qu'ils jugeaient nécessaires. Le mot-clé était « toutes ». Au sein de la force opérationnelle australienne opérait une unité si petite qu'elle apparaissait à peine sur les organigrammes américains. Le régiment du Special Air Service, ou SAS, 3 escadrons en rotation au Vietnam,
Jamais plus de 150 hommes dans le pays à un moment donné. Leur désignation officielle était reconnaissance. Leur fonction réelle était quelque chose de bien plus primitif. Quelque chose qui ferait passer les interrogateurs américains du programme Phoenix pour des amateurs enthousiastes. Le capitaine William Billy Dundas commandait le 2e escadron SAS depuis février 1968. Ancien gérant de station d'élevage de moutons du Queensland rural, Dundas n'avait jamais vu le combat avant sa première mission à Bornéo pendant la confrontation indonésienne de 1965. Ce qu'il a appris dans ces jungles de Bornéo, en traquant des insurgés communistes à travers un terrain si dense que la visibilité dépassait rarement 3 mètres, le transformerait en quelque chose que les Viet Cong n'avaient jamais rencontré. Mais la véritable révélation ne venait pas de Dundas lui-même, mais des hommes qui servaient sous ses ordres, et spécifiquement d'un groupe dont le gouvernement australien nierait l'existence même pendant des décennies, les pisteurs aborigènes de l'armée australienne. Le soldat Dorian Walker était un homme Pitjantjatjara du désert occidental, recruté dans l'armée par un programme qui officiellement n'existait pas. Son peuple avait survécu pendant 40 000 ans dans l'un des environnements les plus impitoyables de la Terre, en développant des capacités sensorielles que la science occidentale peine encore à expliquer. Walker pouvait pister un homme à travers une jungle si dense que les capteurs infrarouges américains n'enregistraient qu'un flou vert. Il pouvait déterminer l'âge d'une empreinte à 6 heures près grâce à la teneur en humidité de la végétation perturbée. Il pouvait sentir le régime de riz et de Nuoc Mam d'un soldat vietnamien à 400 mètres sous le vent. Quand Walker est arrivé pour la première fois à Nui Dat en avril 1968, l'officier de liaison américain attaché à la force opérationnelle australienne, un capitaine MACV nommé James Morrison, a rejeté le programme de pisteurs comme de la nostalgie coloniale. Des aborigènes pistant des humains au Vietnam, la notion semblait absurde, une relique de la guerre frontalière du 19e siècle, transplantée à l'ère des hélicoptères de combat et des capteurs électroniques. Morrison réviserait cette évaluation exactement 17 jours plus tard, dans des circonstances qui entraîneraient sa demande immédiate de transfert vers le commandement américain. Mais nous prenons de l'avance. Avant de pouvoir comprendre ce que Morrison a vu dans ces montagnes, nous devons d'abord examiner la doctrine qui l'a rendu possible. La philosophie tactique qui séparait les opérations du SAS australien de tout ce que les Américains avaient tenté. L'approche américaine de la contre-insurrection au Vietnam fonctionnait sur un principe simple. Trouver l'ennemi, le fixer en position et le détruire avec une puissance de feu écrasante. Cette doctrine avait gagné la Seconde Guerre mondiale en Corée. Elle avait écrasé des armées conventionnelles sur 3 continents. Mais dans les jungles à triple canopée d'Asie du Sud-Est, elle avait un défaut fatal. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous ne pouvez pas voir. Les Viet Cong comprenaient cela intimement. Ils avaient étudié les tactiques américaines pendant des années avant que les premiers bataillons de Marines ne débarquent à Da Nang. Ils savaient que les Américains se déplaçaient en grandes unités, faisaient du bruit, suivaient des schémas prévisibles et comptaient sur l'artillerie et le soutien aérien pour compenser les limitations tactiques. Contre un tel ennemi, la jungle elle-même devenait l'arme ultime. Tout ce que vous aviez à faire était d'attendre. La doctrine du SAS australien inversait chaque hypothèse de la guerre américaine. Là où les Américains se déplaçaient en force de peloton ou de compagnie, les patrouilles australiennes se composaient de 5 hommes. Là où les Américains nettoyaient la jungle avec des défoliants et du napalm, les Australiens apprenaient à s'y déplacer sans déranger une seule feuille. Là où les Américains annonçaient leur présence avec des insertions en hélicoptère et des bavardages radio, les Australiens marchaient depuis des kilomètres, établissaient des positions d'embuscade et attendaient dans un silence absolu pendant des jours d'affilée. Mais la différence la plus significative, celle qui choquerait et troublerait les observateurs américains, ne résidait pas dans les tactiques, mais dans la psychologie. Les opérateurs du SAS australien ne se voyaient pas comme des soldats menant des opérations de contre-insurrection. Ils se voyaient comme des chasseurs. Et dans la chasse, il n'y a pas de combat équitable. La première observation américaine documentée des méthodes du SAS australien s'est produite le 15 juin 1968, lorsque le capitaine Morrison a accompagné une patrouille de 5 hommes dans les approches nord des montagnes de Long Ai. Ce qu'il a enregistré dans son rapport après action classifié atteindrait finalement le bureau du commandant MACV, le général Creighton Abrams lui-même. La patrouille était partie de Nui Dat à 0300 heures, se déplaçant à pied à travers 8 km de plantations d'EVA avant d'atteindre la lisière de la jungle. Morrison nota immédiatement que les Australiens se déplaçaient différemment de toute unité américaine avec laquelle il avait servi. Il n'y avait pas de conversation, pas de signaux manuels, aucun son quel qu'il soit. Le chef de patrouille communiquait par un système de touches. Épaules pour arrêt, bras pour direction, signaux manuels si subtils que Morrison en manquait la moitié. À l'aube,
Ils avaient parcouru 12 km et établi une position surplombant une intersection de sentiers que le renseignement suggérait servir de route de courrier pour le bataillon D445. Ce qui s'est passé ensuite formerait la pièce maîtresse du rapport de Morrison. Les Australiens n'ont pas installé une embuscade conventionnelle. Ils n'ont pas creusé de position de combat ni établi de champ de tir. Au lieu de cela, 4 hommes se sont fondus dans la végétation de chaque côté du sentier, tandis que le 5e, le soldat Walker, le pisteur aborigène, s'est avancé pour examiner le chemin lui-même. Pendant 20 minutes, Walker a étudié le sentier, abaissant occasionnellement son visage à quelques centimètres du sol, reniflant l'air, touchant la végétation du bout des doigts. Quand il est revenu, Walker a communiqué quelque chose au chef de patrouille dans un murmure si doux que Morrison ne pouvait pas l'entendre, malgré qu'il soit à moins de 2 mètres. Le chef de patrouille hocha la tête et les Australiens commencèrent à se repositionner avec un mouvement si lent qu'il semblait presque géologique. 11 heures plus tard, une équipe de courriers Vietcong de 3 hommes est entrée directement dans la position d'embuscade. Ils n'ont jamais su que les Australiens étaient là. La première indication de danger est venue lorsque le courrier de tête a marché sur un détonateur à pression relâchée connecté à une mine Claymore. L'engagement entier a duré 4 secondes. 3 ennemis éliminés, 0 victime australienne. 0 coup de feu audible au-delà d'un rayon de 50 mètres. Mais ce n'était pas ce qui troublait Morrison. Ce qui le troublait est venu après. La doctrine américaine standard appelait à une extraction immédiate après contact avec les forces ennemies. Entrer, frapper fort, sortir avant l'arrivée des renforts. Les Australiens n'opéraient sous aucune contrainte de ce genre. Après l'embuscade, la patrouille est restée en position pendant 6 heures supplémentaires, surveillant le sentier. À 14h30, un deuxième élément Vietcong est arrivé. Une équipe de recherche de 7 hommes envoyée pour enquêter lorsque les courriers n'ont pas fait leur rapport. Ils ont trouvé les corps de leurs camarades, disposés selon un schéma spécifique que Morrison décrirait plus tard comme rituel. Les 3 courriers morts avaient été positionnés assis droits contre des arbres, leurs yeux ouverts, leurs armes placées sur leurs genoux comme s'ils se reposaient. Une carte à jouer, l'as de pique, avait été glissée dans le col de chaque homme. L'effet psychologique sur l'équipe de recherche fut immédiat et visible. Même à 50 mètres, Morrison pouvait voir la terreur dans leurs mouvements. La façon dont ils se regroupaient plutôt que de se disperser. Les gestes frénétiques alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Un soldat a vomi. Un autre a commencé à tirer aveuglément dans la jungle, vidant son chargeur sur des ombres. Les Australiens ont tout observé. Ils ne sont pas intervenus. Ils ont simplement observé alors que les Vietcong récupéraient leurs morts et se retiraient à 2 fois la vitesse à laquelle ils étaient arrivés, abandonnant toute prétention de discipline tactique. Le rapport de Morrison se concluait par une seule observation qui résonnerait à travers les évaluations de renseignements classifiés pendant des années. Le SAS australien ne mène pas d'embuscade. Il mène des opérations de guerre psychologiques utilisant les corps ennemis comme principal moyen de communication. Efficacité sans précédent. Recommande une étude détaillée des méthodes. Recommandations personnelles. Je ne souhaite pas participer à de futures opérations conjointes. Mais Morrison n'avait vu que la surface. La véritable profondeur de la méthodologie australienne ne deviendrait apparente qu'avec l'opération Long High d'octobre 1968, lorsque la machinerie complète de la doctrine de reconnaissance du SAS se révélerait. L'opération Long High a commencé par une évaluation du renseignement que les analystes américains avaient rejeté comme impossible. Les interceptions de signaux australiennes suggéraient que le bataillon D445 avait établi un complexe de quartier général de taille régimentaire dans le système de grottes des montagnes. Un complexe abritant non seulement des troupes de combat, mais un hôpital de campagne entièrement fonctionnel, un centre de formation de cadres politiques et une cache d'armes suffisante pour soutenir les opérations pendant 6 mois. Les options de réponse américaines étaient limitées. Les frappes de B-52 s'étaient révélées inefficaces contre les réseaux de grottes profondes. L'assaut en hélicoptère était un suicide, étant donné les positions anti-aériennes couvrant chaque approche. Les opérations terrestres nécessitaient des forces que la 3e division de Marines ne pouvait pas épargner sans compromettre les positions ailleurs. La solution australienne était élégante dans sa simplicité et terrifiante dans ses implications. Plutôt que de tenter de détruire le complexe, ils le cartographieraient. Chaque entrée, chaque sortie, chaque route d'approvisionnement, chaque mouvement de personnel. Et il le ferait en utilisant des patrouilles de reconnaissance à longue portée de 5 hommes, opérant à l'intérieur du périmètre de sécurité des Vietcong pendant des périodes allant jusqu'à 3 semaines. Au cours des 4 mois suivants,
Le SAS australien a mené 17 patrouilles de reconnaissance à longue portée dans les montagnes de Long Isle. Le renseignement qu'ils ont recueilli remplirait finalement plus de 3000 pages de rapports classifiés. Mais plus significativement, leur présence à l'intérieur de la zone interdite aurait un effet qu'aucune quantité de bombardement n'aurait pu obtenir. Les Viet Cong ont commencé à voir des fantômes. Le phénomène a commencé avec des sentinelles signalant des mouvements qui ne laissaient aucune trace. Les gardes entendaient des sons, une seule brindille cassée, un bruissement de végétation, mais ne trouvaient rien lorsqu'ils enquêtaient. Des routes de patrouille qui avaient été utilisées en toute sécurité pendant des années devenaient soudainement des pièges mortels, avec des soldats disparaissant lors de mouvements de routine. Le journal opérationnel du bataillon D445 de cette période, capturé après la guerre, révèle une unité sombrant dans la paranoïa collective. Entrée du 3 novembre 1968. 3 camarades n'ont pas réussi à revenir de la collecte d'eau. La recherche n'a trouvé aucun corps, aucun sang, aucune preuve de contact. L'officier politique soupçonne une désertion. Le commandant pense autrement. Entrée du 7 novembre. La position de Sentinelle 4 a signalé une présence dans la jungle à 0200. L'illumination par fusée éclairante n'a rien révélé. Sentinelle trouvée à l'aube. Gorge tranchée. Aucun son entendu par les positions adjacentes à 15 mètres. Entrée du 12 novembre. Mouvement restreint aux heures de jour uniquement. Le commandant demande un renfort du 274e régiment. Demande refusée. Zone considérée comme sûre des opérations américaines. Mais la zone n'était pas sûre des opérations australiennes. Et ce que le bataillon des 445 ne savait pas, ne pouvait pas comprendre, c'est que les hommes qui les chassaient avaient appris leur métier non pas des armées, mais de pisteurs dont les ancêtres poursuivaient des proies à travers des terrains hostiles depuis avant que les pyramides ne soient construites. Le soldat Walker avait identifié 17 pistes distinctes à travers la jungle de Long Isle, des chemins habituels utilisés par le personnel Viet Cong se déplaçant entre les complexes de grottes. Comme les pistes animales dans le bush, ces pistes représentaient la sagesse accumulée de centaines de mouvements, les chemins de moindre résistance à travers la végétation dense. Et comme tout chasseur, Walker savait que le meilleur endroit pour attendre une proie était le long de ces pistes. Les Australiens n'ont pas tenté de fermer ces chemins ou d'embusquer chaque mouvement. Cela aurait été inefficace. Au lieu de cela, ils ont sélectionné 2 ou 3 pistes à haute valeur et les ont transformées en zones de mise à mort, frappant de manière imprévisible, puis se retirant avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'effet n'était pas mesuré en nombre de corps, bien que les ratios de morts australiens à Long Isle atteindraient finalement 17 contre 1, mais en dégradation psychologique. En décembre 1968, le bataillon D445 avait effectivement cessé les opérations offensives. Leurs forces n'avaient pas été significativement réduites. Leurs approvisionnements restaient adéquats, leurs armes étaient fonctionnelles, mais leur volonté avait été brisée par un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas combattre. Cela nous amène à la question centrale que les historiens militaires américains débattent depuis des décennies. Pourquoi les méthodes australiennes étaient-elles si efficaces, là où les méthodes américaines avaient échoué? La réponse ne réside pas dans la technologie ou la formation, mais dans la philosophie. La doctrine militaire américaine des années 1960 était construite sur l'hypothèse qu'une puissance de feu supérieure égale des résultats supérieurs. Plus de balles, plus de bombes, plus d'hélicoptères, plus de troupes. Si quelque chose ne fonctionne pas, ajoutez-en plus jusqu'à ce que ça fonctionne. La doctrine australienne émergeait d'une tradition entièrement différente. La tradition des petites guerres, du maintien de l'ordre colonial et de la survie frontalière. L'armée australienne avait passé un siècle à opérer aux marges de l'Empire, combattant des ennemis qui ne pouvaient pas être submergés par la puissance de feu parce qu'il n'y avait pas de puissance de feu pour les submerger. La guerre des Boers, l'urgence malaise, la confrontation indonésienne. Dans chacun de ces conflits, les forces australiennes avaient appris que la patience, l'art du terrain et la manipulation psychologique pouvaient obtenir des résultats que les barrages d'artillerie ne pouvaient pas. Mais il y avait autre chose, quelque chose que les observateurs américains peinaient à articuler. Les Australiens semblaient aborder la guerre dans la jungle avec un registre émotionnel entièrement différent. Là où les soldats américains affichaient souvent de l'anxiété, de la frustration ou de la peur dans le bush, les opérateurs du SAS australien paraissaient presque à l'aise. Ils se déplaçaient à travers la jungle à triple canopée comme un fermier se déplace dans son propre paddock, avec familiarité, confiance et un sens presque propriétaire de possession. Le rapport final du capitaine Morrison, soumis en janvier 1969, tentait de capturer cette différence. C'était la révélation que les opérations spéciales américaines passeraient des décennies à tenter de reproduire avec un succès mitigé.
La jungle n'était pas l'arme de l'ennemi. Elle pouvait être la vôtre, si vous étiez prêt à devenir quelque chose d'autre qu'un soldat conventionnel. La transformation d'Australiens ordinaires en fantômes de la jungle ne s'est pas produite par accident. C'était le produit d'un processus de sélection et de formation si brutal que les observateurs américains qui en ont été témoins ont recommandé de ne pas tenter de le reproduire dans les forces américaines. La sélection du SAS australien commençait non pas par des tests physiques, mais par une évaluation psychologique. Les candidats étaient évalués pour un profil de personnalité spécifique, tolérance élevée à la douleur, faible besoin de validation sociale, reconnaissance de schémas supérieurs à la moyenne et ce que les psychologues appelaient la patience prédatrice. La capacité de rester immobile pendant des heures tout en maintenant une conscience situationnelle complète, la volonté d'agir avec une violence explosive après de longues périodes d'inactivité, la capacité de fonctionner de manière indépendante dans des environnements où l'aide était à des jours de distance. Un seul candidat sur 12 ayant commencé la sélection l'a terminé. Ceux qui ont réussi sont entrés dans un programme de formation qui devait durer 18 mois, 3 fois plus long que la formation des forces spéciales de l'armée américaine de la même époque. Et une partie importante de cette formation n'a pas eu lieu dans des écoles de guerre en jungle, mais dans l'outback australien, où ils ont appris des techniques de pistage auprès d'instructeurs aborigènes dont les méthodes n'avaient jamais été consignées par écrit. Le rituel de la botte coupée qui a tant choqué les observateurs américains n'était que le symbole visible de cette transformation. Les opérateurs du SAS australien retiraient les semelles de leurs bottes réglementaires parce que le cuir dur et le caoutchouc créaient du bruit et laissaient des empreintes distinctives. Ils marchaient sur des bandes de caoutchouc de pneus découpées pour correspondre au profil des sandales vietnamiennes. De loin, d'un point de vue de pistage, ils n'existaient pas du tout en tant qu'Australiens. Ils étaient devenus autre chose. Des créatures de la brousse qui se trouvaient porter des armes occidentales. Mais peut-être l'aspect le plus troublant des opérations du SAS australien, l'élément qui a conduit plusieurs officiers de liaison américains à demander leur transfert, était leur approche de la guerre psychologique. La doctrine d'exposition des corps n'avait pas de nom officiel dans la documentation militaire australienne. Elle n'existait que dans les annexes classifiées des rapports d'après-action, dans les conversations chuchotées d'hommes qui en avaient été témoins, et dans les cauchemars des soldats Viet-Cong qui avaient survécu à des rencontres avec les Mahong, les fantômes de la jungle. Le principe était simple. Chaque engagement avec l'ennemi était une opportunité de communication. Non pas une communication avec le quartier général, mais une communication avec l'ennemi lui-même. Et le message le plus puissant qui pouvait être envoyé était celui qui exploitait les peurs les plus profondes des soldats paysans vietnamiens, élevés dans les contes populaires d'esprits de la forêt et de fantômes vengeurs. Les opérateurs du SAS australien ne se contentaient pas de tuer les soldats ennemis. Ils mettaient en scène leur mort. Les corps étaient positionnés de manière à suggérer une intervention surnaturelle. Les armes étaient placées pour indiquer que la victime avait vu quelque chose de terrible dans ces derniers moments. Des cartes à jouer. L'as de pique, que la superstition vietnamienne associe au présage de mort, étaient laissées comme carte de visite. Dans certains cas, les opérateurs infiltraient les positions ennemies la nuit et laissaient des signes de leur présence sans engager le combat. Des empreintes de pas qui apparaissaient de nulle part et ne menaient à rien. Du matériel réarrangé pendant que les gardes dormaient, des messages gravés dans l'écorce des arbres. L'effet sur le moral Viet-Cong était dévastateur. Les officiers politiques signalaient une difficulté croissante à maintenir la cohésion des unités dans les zones où le SAS australien opérait. Les taux de désertion montaient en flèche. Les soldats refusaient les missions de patrouille nocturne. Certaines unités ont commencé à effectuer des rituels spirituels élaborés avant d'entrer dans les zones de jungle où les fantômes étaient connus pour opérer. Les observateurs américains étaient divisés sur l'éthique de ces méthodes. Certains, comme le capitaine Morrison, les considéraient comme dangereusement proches des techniques de torture psychologique qu'ils avaient été formés à considérer comme des violations des lois de la guerre. D'autres reconnaissaient leur efficacité et tentaient de mettre en œuvre des programmes similaires, notamment l'initiative de la carte de la mort qui a vu des unités américaines distribuer des cartes d'as de pique dans tout le Vietnam. Mais l'imitation américaine manquait le point essentiel. Laisser une carte de visite sur un corps que vous avez tué est du théâtre. Laisser une carte de visite sur un corps que vous avez mis en scène pour communiquer un message spécifique est de la guerre psychologique. Les Australiens comprenaient cette distinction. La plupart des Américains ne la comprenaient pas. Au printemps 1969, les montagnes de Longay étaient effectivement devenues un territoire australien. Non pas parce que les Viet-Cong avaient été éliminés, ils restaient dans leur complexe de grottes, soignant des capacités réduites et un moral brisé. Mais parce que les Australiens avaient accompli quelque chose que les forces américaines n'avaient réussi nulle part au Vietnam.
la domination psychologique sur une zone d'opération définie. Les preuves pouvaient être vues dans les documents capturés, dans les rapports d'interrogatoire, dans le comportement observable des unités ennemies opérant dans la province de Phuoc Tuy. Le bataillon D-445 avait été neutralisé non pas par l'attrition, mais par la terreur. Leurs soldats refusaient de patrouiller dans les zones où le SAS australien avait été signalé. Leur commandant émettait des ordres qui n'étaient pas exécutés parce que les subordonnés avaient trop peur d'entrer dans la jungle. Leur cadre politique luttait pour maintenir le récit de la victoire inévitable quand des hommes disparaissaient de positions qui auraient dû être sécurisées. Mais ce succès avait un coût, que les autorités australiennes passeraient des décennies à tenter de minimiser. Les hommes qui avaient appris à chasser les humains dans les montagnes de Longai ne sont pas simplement retournés à l'élevage de moutons et au travail en usine lorsque leurs tours se sont terminés. Ils portaient quelque chose avec eux. Une adaptation psychologique à la violence que la société civile ne pouvait pas accommoder. Les taux de stress post-traumatique parmi les vétérans australiens du Vietnam finiraient par dépasser ceux de leurs homologues américains, malgré un service en nombre plus réduit et des pertes moins importantes. La même transformation qui en faisait des opérateurs dévastatrices efficaces en faisait des étrangers dans leur propre communauté. Ils avaient appris à penser comme des prédateurs, et les prédateurs ne retournent pas facilement au troupeau. L'évaluation américaine finale des opérations du SAS australien en Vietnam ne serait pas achevée avant 1974, 3 ans après le départ des dernières troupes de combat australiennes. Classifié top secret et distribué à moins de 50 destinataires, le rapport atteignait des conclusions qui contredisaient tout ce que la doctrine militaire américaine avait supposé sur la guerre contre-insurrectionnelle. Premièrement, les opérations de petites unités menées par du personnel hautement qualifié obtenaient de meilleurs résultats que les opérations de grandes unités soutenues par une puissance de feu écrasante. Le ratio de tués du SAS australien de 17 contre 1, comparé à une moyenne du MACV-SOG d'environ 7 contre 1, et une moyenne d'infanterie conventionnelle d'environ 1 contre 1. Deuxièmement, les méthodes de pistage indigènes, spécifiquement les techniques aborigènes adaptées à la guerre en jungle, fournissaient des capacités de renseignement qu'aucun système technologique ne pouvait reproduire. Des propositions de recruter des pisteurs amérindiens pour des programmes similaires ont été soumises, mais jamais mises en œuvre. Troisièmement, les opérations de guerre psychologique ciblant le moral ennemi pouvaient obtenir des effets stratégiques disproportionnés par rapport aux ressources investies. Une seule patrouille de 5 hommes, opérant pendant 2 semaines, pouvait dégrader l'efficacité ennemie plus qu'une opération de ratissage et de nettoyage de la taille d'un bataillon. Quatrièmement, et de manière plus controversée, les méthodes australiennes obtenaient ces résultats tout en opérant sous beaucoup moins de restrictions que les forces américaines. L'annexe classifiée notait que certaines pratiques australiennes concernant le traitement des morts ennemies et la conduite des opérations psychologiques violeraient probablement les directives permanentes du MACV si elles étaient menées par du personnel américain. Ce dernier point garantirait que le rapport reste classifié pendant des décennies. Le Pentagone n'avait aucun intérêt à rendre public le fait que leurs alliés les plus efficaces au Vietnam avaient réussi en partie en faisant des choses que les forces américaines étaient interdites de faire. Les implications politiques étaient trop dangereuses. Les implications morales étaient trop inconfortables. Mieux valait laisser la contribution australienne s'effacer dans l'obscurité historique, rappelée seulement par les vétérans qui avaient servi à leur côté. Mais l'histoire a une façon de préserver ce que les autorités souhaitent oublier. Dans les décennies suivant la guerre du Vietnam, des fragments de l'histoire du SAS australien ont commencé à émerger à travers des mémoires de vétérans, des documents déclassifiés et des recherches académiques. Chaque révélation ajoutait une autre pièce à un puzzle qui contredisait le récit officiel des opérations alliées. Les montagnes de Longai, la zone interdite, où les Marines américains n'étaient pas autorisés à opérer, sont devenues un symbole de quelque chose de plus grand, les limites de la doctrine militaire américaine, et l'existence d'approches alternatives qui remettent en question des hypothèses fondamentales sur la façon dont les guerres devraient être menées. Aujourd'hui, les forces d'opération spéciales du monde entier étudient les méthodes du SAS australien du Vietnam comme des exemples de guerre non conventionnelles à son plus efficace. Les programmes de pisteurs, les opérations psychologiques, la doctrine de patrouille à longue portée, tous ont été incorporés dans la formation moderne des forces spéciales. Ce qui était autrefois classifié comme trop controversé pour être reconnu est devenu un programme standard à Fort Bragg et Coronado. Pourtant, quelque chose a été perdu dans la traduction. Les opérations spéciales modernes peuvent reproduire les tactiques australiennes. Elles peinent à reproduire la psychologie australienne. La transformation qui transforme les éleveurs de moutons en fantômes de la jungle. La volonté de devenir quelque chose d'autre que des soldats conventionnels. L'acceptation que la chasse efficace nécessite de devenir un chasseur dans son âme et pas seulement dans sa formation.
Le soldat Dorian Walker est retourné en Australie en 1970 et n'a plus jamais servi dans l'armée. Il a passé ses dernières années dans le désert occidental, vivant parmi son peuple, ne parlant jamais de ce qu'il avait fait au Vietnam. Lorsque des chercheurs ont tenté de l'interviewer pour des études académiques sur les contributions aborigènes à l'effort de guerre, il a refusé. Cette connaissance appartient à la jungle, aurait-il dit à un historien persistant. Elle y reste. Le capitaine William Dundas est resté dans l'armée australienne jusqu'en 1982, commandant des unités du SAS à travers la réorganisation post-Vietnam. Ses conférences classifiées sur la méthodologie de guerre en jungle restent une lecture obligatoire à l'Académie des forces de défense australiennes. Il est décédé en 2015. Sa contribution complète à l'histoire militaire australienne est encore partiellement classifiée. Et le capitaine James Morrison, l'observateur américain qui a été témoin de choses dans les montagnes de Longueuil qui ont changé sa compréhension de la guerre pour toujours. Il a terminé son tour avec le MACV SOG, est retourné aux États-Unis et n'a jamais parlé publiquement de ses expériences avec le SAS australien. Ses rapports d'après-action, cependant, ont survécu dans les archives classifiées, un témoignage de méthode que la doctrine militaire américaine n'était pas prête à adopter et que les autorités australiennes n'étaient pas prêtes à reconnaître.